Ah, bonjour, bonjour. Allez, voilà. Salut, bienvenue dans le Salon Tactique, quatrième épisode du Salon Tactique Rugby spécial Coupe du Monde. On va parler de ce match, cette victoire du 15 de France contre l'Uruguay hier 27-12, un match où en couleur on s'est régalé au stade Pierre-Mauroy, c'était vraiment du beau rugby, du beau spectacle, tout au long du match, une fluidité offensive inégalable. En fait, c'était pas vraiment ça, c'est pour ça qu'on a réuni la crème de la crème, encore une fois. Alexandre Bardot, qui est aussi rentré de Lille. Ça va, Alex, au bureau? On a bien bossé cet après-midi? J'ai peur, j'ai cru que tu m'appelais Alexandre maintenant. Ça va très bien, Ah, Jean-François. ça, bah, merci, j'aime bien qu'on se respecte un peu, ça fait du bien. Je sais que tu as travaillé encore aujourd'hui. Au milieu, Yannick, lui aussi, a bossé, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça va, Yannick? Pas de réunion UBB, pas de réunion tranquille? Si, si, du travail. On a repris le bébé depuis 48 heures, mais toujours un bonheur d'échanger avec vous. C'est pas du travail, Comment ça va c'est de être la long, Yannick, récupération. hein? Ça va être long, Yannick, d'ailleurs, cette période avant le top 14, avant la reprise, là. Ouais, en fait, on a une nouvelle intersaison. On a 6 semaines de disponibilité. Mais on part pas de rien, puisqu'on a déjà une base physique du début de saison, une base rugby aussi. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est 6 semaines où on peut baliser une progression, travailler sur nous. Je pense que ça va être bien pour faire progresser tout l'effectif. Ouais, puis comme ça, tu as le temps de bien disséquer les matchs de la Coupe du Monde. Ça tombe bien pour cette émission de l'équipe sur Twitch. On va évidemment évoquer plusieurs thèmes. Le premier thème, ce sera sur les difficultés du jeu offensif de l'équipe de France hier contre la 17e nation mondiale. Les Mauls aussi, où les Bleus n'ont pas vraiment imposé leur puissance. Et enfin, comment les Uruguayens ont posé des problèmes à la défense française. Encore une fois, la défense française a connu des difficultés dans cette rencontre. Tout d'abord, messieurs, est-ce que, on va commencer par Yannick, honneur au consultant le plus intelligent de nous trois quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu es un petit peu déçu de la prestation collective de l'équipe de France? Écoute, on est un petit peu déçus parce que on pensait qu'on était vraiment prévenus. On en avait largement parlé. Donc, et moi-même, je ne voyais pas cette équipe d'Uruguay, dont la plupart des joueurs sont semi-professionnels, exister. Malgré tout, on est encore tombé, on est tombé dans le panneau. Alors, je sais qu'on va débriefer certains secteurs tactiquement, mais on avait un petit peu moins d'énergie que les Uruguayens et c'est tellement français quand on est hyper favori. On a perdu beaucoup de rebonds au sol, on a manqué un petit peu de réactivité, on a manqué de grinta et on avait dit que les Uruguayens en auraient beaucoup. J'ai trouvé que on a senti que c'était aussi une équipe, notre équipe de France, c'était aussi une équipe de challenger qui avait des choses à prouver pour le futur parce que dans plein de situations, je pense qu'on a manqué un peu d'altruisme. Il y a eu des gourmandises répétées à différents moments du match qui font qu'à un moment, ben, le collectif s'exprime bien. Je crois que c'est tout ce qu'on a ressenti, mais c'est aussi tellement humain. Et en fait, ben, on ne refait pas le monde, hein. Les mêmes recettes, enfin les mêmes causes produisent les mêmes effets en 2023 et avant. Donc voilà, c'est une copie qui ne sera pas inutile parce que le 15 de France va travailler dessus. Je pense que c'est une des premières grosses frustrations de cette équipe. C'est toujours bon aussi d'avoir des frustrations parce que ça veut dire débriefing, ça veut dire analyse, ça veut dire fâcherie et ça veut dire progression aussi. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Et toi, Alex, on a l'impression que c'est pas un des matchs, loin de là, peut-être même le pire, depuis le début de mandat de Fabien Galtier, parce que parfois il y a eu des rotations, il y en a même eu souvent contraintes, parfois la Coupe d'automne des Nations, la tournée en Australie, il y a plein de matchs comme ça, il n'y a pas tous les cadres. Mais ça s'était plutôt bien passé, ça s'était pas trop senti. Hier, on a senti qu'il manquait quelque chose, non? Ben oui, en fait, hier, après le match, on se disait que quand il y avait eu une équipe B, on va dire, c'est-à-dire par exemple la Coupe d'automne des Nations, la tournée en Australie, il y avait un plan très précis qui était mis en place. Et ce plan, c'était un plan restrictif, qui c'était vraiment de la dépossession. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Et ça avait l'avantage, en fait, de permettre à cette équipe de partir sur des bases simples, d'avoir surtout à défendre et de réussir à contrer, ce qu'elle arrivait bien à faire aussi. Et là, hier, on a senti une équipe on va y revenir, mais une équipe qui a voulu prendre le jeu en main. Et en fait, elle n'y est pas parvenue. Elle a même été dans la construction offensive plutôt dominée par son adversaire. Euh, L'Uruguay a réussi à bâtir des actions collectives plus intéressantes. Elle n'a pas réussi non plus, et ça c'est un peu une surprise, à dominer physiquement cette équipe d'Uruguay. Et moi, je trouve que ce match, il confirme. Alors évidemment, c'est à relativiser parce que encore une fois, c'est une équipe B, mais je trouve que ce match, il confirme certaines choses qu'on évoquera d'ailleurs dans le journal de demain. Mais les débuts de mi-temps un peu difficiles, alors, ça fait 4 mi-temps d'affilée où on encaisse un essai très vite dans la mi-temps. Euh,
On a aussi dans les difficultés défensives, difficultés pour porter le ballon. Voilà, et moi, je trouve que depuis, si on inscrit ce match dans l'été, on va dire 2023, ce match, il confirme qu'aujourd'hui, l'équipe de France, quelle que soit l'équipe alignée, elle arrive à gagner, mais elle n'est pas dans une plénitude euh, équivalente à celle de 2021-2022, celle de la tournée de novembre 2021, notamment du match contre les Blacks et du Grand Chelem. On ne retrouve pas la même dynamique, la même maîtrise. Alors, ça n'empêche pas de gagner, et ça n'en fait pas moins un favori ou un des 4 favoris pour le titre mondial. Mais voilà, c'est des petits points comment on dit, d'amélioration, dire à Fabien Galtier. Sur le premier thème, on voulait tous les trois évoquer sur les difficultés du jeu offensif français. C'est vrai que ça s'est manifesté. Certains avaient prédit un score très large, très lourd, et l'équipe de France finalement prend même pas le bonus offensif, pas capable de marquer 4 essais. Ça a été un peu une surprise de ce côté-là, parce que c'est vrai que les Uruguayens sont une équipe valeureuse, il y a plein de qualités, etc. Mais défensivement, c'est pas la meilleure équipe de la planète non plus. Oui, ouais, on a été un petit peu déçus. C'est vrai, comme a dit Alex, on était entre deux stratégies. On a voulu posséder, il me semble, pas mal le ballon, alors qu'on gagne les 3 premiers duels aériens qui auraient dû générer des essais ou des points. Et il y a quand même des fautes de goût, il y a un manque d'altruisme sur certaines actions. Et je sais qu'Alex reviendra dessus. On a bouffé des surnombres, comme on dit. Mm. Et puis il y en a eu plein, des passes oubliées, des partenaires oubliés dans le jeu debout. Il y a eu la récupération de Bourgarit, qui est un super joueur, et il n'y a pas de débat là-dessus, mais il récupère ce ballon après touche, et derrière, il tente un petit jeu au pied pour lui. Euh, c'est une des actions avortées qui font que, encore une, encore une, encore une. Ben, je pense que dans un autre scénario, peut-être de concurrence interne, de plénitude avec les cadres, ben, je pense que Pierre Bogarit, il aurait joué debout, puisque à ce moment-là, il a Boudin dans son axe, le jeu aurait rebondi debout sur Astoy, et il y aurait eu un essai tout simplement en première main. Et des actions comme ça, il y en a eu plein. Donc, je pense qu'on était un petit peu à côté de la plaque, comme ça arrive souvent, ça arrive parfois, mentalement. Euh, les performances individuelles, à des moments, ont primé sur la dimension collective, j'ai trouvé. Et après, les Uruguayens ont fait aussi un bon match. On reviendra sur certaines situations de jeu. Voilà, voilà, mais il y a pas non plus matière à réellement s'inquiéter. On a tous eu une petite frustration qui nous embête parce qu'on avait envie de voir du spectacle. Mais ça arrive. Et je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et Alex, On est-ce que peut parfois cette montrer. équipe de France a voulu trop en faire, peut-être individuellement, parce que certains voulaient marquer des points aussi? C'est marrant parce que ce qu'a dit Yannick là tout à l'heure, c'est exactement le thème de la chronique de Thierry Dussautoir dans les colonnes de l'équipe ce matin. Où il dit grosso modo que chacun arrive sur ce match avec son parcours, ses ambitions, et qu'au final, bah, ça se ressent un peu dans l'aspect collectif. Moi, j'avoue qu'au stade, j'ai pas pensé à ça, mais je trouve que l'analyse conjointe de Thierry et Yannick, elle est super intéressante là-dessus, et qu'effectivement, on peut interpréter certaines actions, certains oublis de surnombre, comme l'idée de briller individuellement, ou voilà, de marquer des points, quoi. C'est assez compréhensible. On peut montrer juste deux situations sur lesquelles on s'est arrêté avec Yannick. La première, c'est celle-ci. Alors celle-là, c'est Yannick qui nous l'a envoyé juste avant le début de l'émission. C'est une récupération après une chandelle, en tout début de match. Ouais, de Le ballon est ici. On n'a pas eu le temps de travailler dessus. Là. Le ballon, il est au milieu de ma souris. C'est Maxime Lucu qui alerte le premier bloc d'avant avec Taoufik Fenua, Gros et Aldeguerri. Et ce qui est frappant là, c'est à la fois le fait qu'il y a beaucoup plus de Français sur la largeur, puisqu'il y en a même un tout en bas de l'écran à droite, là où je passe ma souris, et qu'il y a aussi un immense espace ici. Et sur ce ballon, ce qui va se passer, c'est que je crois que les Français vont aller au Ouais, défi, non, je crois, Yannick. ouais, on va prendre deux percussions. On va donc le joueur de la cellule d'avant, je crois qu'ils appellent enfin, cellule après le 9, il va aller Mm. taper. Donc
pas trop de communication entre celui qui va toucher le ballon, le joueur central, et le meneur de jeu qui a derrière lui, le trois quarts. Donc, il n'y a pas trop de prise d'information, il n'y a pas trop de communication. On voit que sur la largeur, on est largement redistribué. Je crois qu'il y a Louis Bielbarré qui peut appeler une passe. Enfin, il y a plein de choses qui, il y a quelques semaines ou quelques mois, auraient conduit à un essai. C'est une sortie de camp avec duel aérien gagné par Jaminet, magnifique d'ailleurs, et de suite il y a situation de danger, et là on va aller taper deux fois, entre guillemets, un peu bêtement, une fois après le 9, une fois après le 10, en récitant le système, alors qu'il y aurait dû avoir un essai immédiatement. Voilà. Une autre situation avec un surnombre oublié. Là, c'est Antoine Astoy au milieu du rond rouge. Alors, le surnombre n'est pas non plus. Bon, c'est quand même un 5 contre 3, si c'est quand même un Oui, bon il est là. surnombre. Ah ouais, il est là. Il est là, ouais, avec Cameron Woki à sa droite, Boudouan, encore à droite, Bielbiaré et Macalou. C'est une des belles actions collectives françaises de la première mi-temps. Et Antoine Astoy choisit d'attaquer la ligne. Il le fait d'ailleurs très bien, mais en fait, son choix, en attaquant la ligne, c'est de taper un petit rasant, alors qu'il y a un joueur en couverture ici et il y en a un deuxième. Donc, occasion en volée. Voilà, ça fait partie des nombreuses situations où les Français ont déjoué. J'en ai noté quelques-unes. Moi, je vais arrêter mon partage ici. J'en ai noté quelques-unes, mais je revois une situation je revois aussi un lancement de jeu où Villiers fait une passe dans le dos de Jaminet, ce qui oblige Jaminet à taper à suivre. Ça fait aussi partie des petites imperfections techniques qui ont gâché le match. Je vois une contre-attaque où il y a Villiers et Aldeguerri qui font chacun une passe au contact alors qu'ils sont en train de reculer. Ça finit qu'on joue sous pression, qu'on essaie d'aller le long de la ligne de touche et on se fait pousser en touche. Et Jaminet fait une faute au sol, on prend une pénalité. Une autre situation sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, parce que je trouve que l'autre question du match, au-delà des mauvais choix, c'est des mauvais choix tactiques, c'est-à-dire dans la situation de l'action. C'est aussi le choix, la question de la stratégie. On en parlait tout à l'heure un peu avec Yannick. On avait l'impression d'une équipe un peu le cul entre deux chaises qui avait dans l'idée quand même de rester dans son jeu de dépossession, mais qui en même temps s'est sentie, parce qu'elle était la favorite et parce qu'en plus elle a assez vite mené au score, peut-être de porter un peu le ballon. Il y a une situation comme ça assez vite après le premier essai qui à mon avis, raconte beaucoup de choses. C'est un instant. C'est une mêlée après. Ouais, C'est bon. bravo. C'est une mêlée après. Il y a eu renvoi, je crois. Puis il y a un en avant. Je crois qu'on a perdu le ballon. Puis il y a eu un en avant uruguayen. Et là, c'est une mêlée centre du terrain. Je crois que dans cette situation contre les All Blacks, la France n'aurait pas joué. Et alors c'est intéressant parce que c'est une mêlée centre du terrain, donc il y a les deux côtés d'attaque, mais je pense qu'elle n'aurait pas joué, ou alors elle aurait peut-être fait une passe et elle aurait ensuite essayé de taper loin. Et là, en fait, quand on a choisi d'attaquer la ligne, il va donner le ballon à Arthur Vincent, qui va faire un tout petit rasant qui va être contré par les Uruguayens. Et je trouve que cette action-là, elle témoigne un peu de cette idée qu'à un moment, les Français se sont un peu emballés, on va dire. Je ne sais pas ce que Yannick en pense. Ouais. Alors, moi, tout à l'heure, tu as dit ils avaient envie de briller. J'irai pas jusque-là parce que je sens qu'il y a quand même un bon collectif. Je dirais plus que à plusieurs reprises, à des moments du match, on a vu des joueurs s'autoriser des gourmandises. Voilà, une gourmandise, c'est quand tu prends un risque un peu insensé ou quand tu devances les commandements mêlés pour tenter quelque chose et que tu te fais prendre deux fois là-dessus, que tu mets des petits jeux au pied rasant quand il y a des surnombres. Voilà, à des moments, tu sens que tu es dans une zone de confort et t'as pas forcément le bon stress, celui que te donne souvent l'adversaire quand il est bon. Donc, Mais je pense qu'il nous a manqué le bon stress à certains moments et je crois qu'on s'est autorisé trois quatre gourmandises. Je reviens sur ce que disait Alex. C'est vrai que des fois on avait le cul entre deux chaises, mais globalement, bon, je crois, on se fait gratter un ballon sur une de nos sorties de camp à la 15e minute, ce qui est assez rare parce qu'on est très organisé d'habitude là-dessus. Donc c'est aussi un petit signal, manque de soutien sur nos sorties de camp. Alex l'a dit, sortie de camp à la main avec une gourmandise au bout. Euh,
Ouais, moi, je crois que j'ai pas compris pourquoi, en première mi-temps, tous les duels offensifs aériens, tous les duels aériens sont gagnés. Les trois premiers sont gagnés, mais magnifiquement bien, où les Uruguayens, on sent que c'est pas leur truc. Et c'est vrai qu'on l'a plus réellement utilisé. Donc, on a délaissé un peu l'efficacité pour la note esthétique. Et puis voilà, c'est ça qu'il faudra corriger. Donc, mais comme j'ai dit, il y a pas de catastrophe, mais on est tous un peu déçus. Mais messieurs, Sur là, les, il y a quelques jours, sur les jeux de pied, là, juste. Ouais. il y a juste pour compléter, on parlait de l'utilisation des ailiers avant match la veille. Louis Bielbiarré a eu quasiment aucun ballon. Gabin Villière se propose pas toujours très justement. Il est un peu partout et un peu nulle part à la fois. Et parfois, on se demandait où est-ce que cette équipe de France voulait aller en fait. Ouais, elle avait du mal à acheminer le ballon dans ces zones-là, mais quelque part, je dirais que elle n'avait pas à se compliquer la vie à un moment, comme le dit Yannick, les jeux au pied haut auraient dû lui permettre, si elle avait insisté, de s'installer plus facilement dans le match et ensuite de dérouler. Il y en a eu 4 des jeux au pied haut. Il y a eu beaucoup de jeux au pied de long, on va dire, mais il y a eu 4 jeux au pied haut dans l'idée de récupérer le ballon ou d'aller au duel. Le premier, c'est Chandelle d'Astoy, récupération de Jaminet. 2 minutes après, il y a essai, ça c'est à la 8e minute. 19e minute, Chandelle de Lucu, récupération de Villiers et Jelonge. 36e minute, Chandelle de Lucu, pénalité pour les boulots, point de chute. Et 49e minute, Chandelle de Jaminet. Et là, c'est le fameux duel où Jelonge saute, prend le ballon sur le dos. Et on marque, mais c'est refusé. Donc c'était un chemin, en fait. Il y avait vraiment un truc à faire là-dessus. Voilà, et on a senti que les Bleus, on était sortis. J'ai isolé une action qui peut permettre de raconter ça. Ici, c'est sur je crois, un dégagement uruguayen. Le ballon est dans les mains de Jaminet, ici, il est tout seul. Il y a des joueurs qui se sont repliés, mais bon, c'est quand même pas très net. Il prend un risque en contre-attaquant, s'il contre-attaque, et parce qu'il y a 2 Uruguayens en face, et il choisit de contre-attaquer. Il est assez vite stoppé, la sortie du ballon est très 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 lente. Il y a un joueur, le numéro 2, je crois, qui vient essayer de rater le ballon au sol, et qui gêne Lucu. Et malgré tout, on va faire un temps de jeu supplémentaire. Lucu va donner le ballon à Chaluro. Alors que je pense que j'ai des souvenirs d'Antoine Dupont contre les Néo-Z notamment, qui ne cherchait pas forcément à reconstruire le jeu avec un ballon comme ça, mais qui retapait vite sur l'adversaire. Et c'est intéressant parce que c'est un moment où on est déjà en difficulté. En fait. On sait déjà que le match est mal emmanché. Autant au moment où Astoy joue tout à l'heure derrière cette mêlée dans les 22 mètres, on est plutôt dans une bonne dynamique, donc on peut se dire, allez, on essaye d'aller un peu plus loin. Mais là, on sait que c'est mal emmanché et on sait qu'il faut serrer le jeu, quoi. Et on va faire donc une passe supplémentaire. Et Chaluro, il va s'isoler, il va partir au contact. Tous les soutiens qui sont autour de lui, il y a les deux, là, François Cross et Bielbiarré, ils vont partir à l'extérieur. Et Chaluro, lui, au contraire, va les percuter, on va dire, en allant un peu en direction du ruck. Il va se retrouver isolé, ça va être un grattage. Et je crois que 2 minutes après ça, c'est le deuxième essai uruguayen. Je pense ne pas me tromper. Donc voilà, ça fait partie des petites gourmandises, comme les appelle Yannick, ou des petites erreurs tactiques qui ont fait que les Bleus se sont mis sous pression. Et voilà, hier, ils ont tapé 22 fois, ce qui est un taux pour l'air Galtier, c'est très très faible. Alors, on ne va pas dire qu'on souhaite que l'équipe de France joue au pied, c'est pas tellement le débat, on ne veut pas 40 coups de pied par match non plus, enfin, c'est pas la question. C'est juste que c'était une arme qu'ils n'ont pas assez, sur laquelle ils ne se sont pas assez appuyés hier, notamment le jeu au pied offensif. Et je rajouterai, Alex, que il y a eu, et tu les as montré, beaucoup de surnombres qui n'ont pas été joués. Il y a certaines opportunités qui n'ont pas été bien jouées aussi. Mais ça, on en avait parlé avec la composition d'équipe, est-ce qui était aligné. On avait une équipe un peu brutale. Et on s'était dit, est-ce que réellement cette équipe, elle est taillée pour avoir des possessions longues? Voilà. Et donc, rajouter aussi au très bon match qu'a fait l'Uruguay, hein. Franchement, je ne les attendais pas à ce niveau, notamment dans les impacts physiques. Alex en parlera sur les zones de collision, mais voilà, ces trois petits facteurs font qu'à la sortie, on a gagné. L'essentiel est là, mais on est tous un peu déçus parce que, ouais, on aurait aimé un peu plus d'efficacité collective.
Est-ce que Yannick, faut Mais tirer ouais. des enseignements d'un tel match en fait? Parce que cette équipe-là ne jouera pas les phases finales, c'est sûr. Certains vont revenir, peut-être que d'autres vont revenir contre la Namibie, peut-être qu'on va garder une équipe mixte. Est-ce que ce match, il faut s'en servir pour continuer à progresser ou est-ce que bon, c'est fait, on passe à autre chose? Ouais, je pense que tous les débriefings toutes les analyses sont bonnes hein, sur la progression d'un groupe. En tout cas, je crois que le staff va analyser ça. Je pense qu'ils vont faire comprendre au groupe que le collectif reste la clé et ça a toujours été, je pense, le mot d'ordre de cette équipe. Et c'est vrai qu'en réanalysant le match, à plusieurs moments, on a retrouvé des situations, je le répète, où des gars se sont autorisés des gourmandises, ont poussé leur action individuelle un peu trop loin, au détriment, je pense, du projet. Et je pense que ils vont se faire taper sur les doigts et ça va leur servir. Et toi, Alex? Bah, oui, je pense que ça va servir à ces joueurs-là déjà, parce que sans doute qu'une bonne partie jouera le deuxième match, enfin jouera le match contre la Namibie, donc ça les aidera à mieux l'aborder. Après, bon, moi je trouve, comme je le dis, je trouve que ce match il s'inscrit dans une forme de continuité par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines. C'était une performance de bien moindre niveau que contre les Blacks évidemment, mais on retrouve les mêmes petites problématiques. Donc je pense que oui, y a, même pour l'ensemble du groupe, il y a quand même un intérêt à y réfléchir à ce match-là et à revenir dessus, sur des attitudes, sur le projet, sur la stratégie, sur voilà, plein de petites choses comme ça. Est-ce Juste que là, vous Yannick avez tout d'autres à l'heure choses? parlait de la Vas-y, vas-y. domination de l'aspect physique. C'est vrai que les Uruguayens ont été assez impressionnants par leur capacité à résister aux assauts français et eux-mêmes parfois même à imposer une domination physique quand ils avaient le ballon. On ne les attendait pas à ce niveau-là. On avait vu l'autre jour une image de Italie-Uruguay. On les voyait buter sur la ligne d'avantage. Alors, ils ont peut-être été moins frontales que contre l'Italie il y a 2 ans. Mais pour dire que voilà, les Français n'ont atteint la ligne d'avantage que 50% du temps et les Uruguayens 51% du temps quand ils avaient le ballon. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à avancer qu'une fois sur deux sur leur percussion, ce qui est pas, pas forcément ce qu'on pensait. Et la deuxième chose, c'est que les Uruguayens ont récupéré 6 ballons dans les rocks. Et ça, c'est beaucoup. C'est d'habitude, c'est une arme, c'est l'arme majeure de l'équipe de France. Elle a été dominée sur cet aspect-là. Et 6 ballons récupérés, dont quelques-uns par Ardao, qui, je confirme, Yannick, parce que j'étais à côté de lui en zone mixte, n'est pas très grand. Il fait 1,77. Mais j'ai trouvé vraiment que c'est un joueur Ouais. admirable de vertu et de sens du sacrifice, de courage, quoi. Ouais, ouais. Non, et puis, comme souvent, et c'est très vrai en rugby, tu peux aller provoquer la réussite. On sentait qu'il y avait une atmosphère dans cette équipe uruguayenne qui voulait réaliser un exploit, ou en tout cas porter fièrement la nation. Et leur premier essai, j'avais dit il y a 2 jours, s'il y a plus de trois temps de jeu, cette équipe, elle ne marquera pas. Parce que physiquement, ou elle peut marquer sur une interception, une attaque éclair. Et par contre, dès qu'il va y avoir de la construction, de la possession et des ballons ralentis, elle ne pourra pas physiquement rivaliser avec l'équipe de France. Sur leur première possession, ils marquent, mais leur première possession, bah, elle est quand même magique. Il y a 3 temps de construction. Derrière, il y a un retour de largeur. Le 15 de France monte assez compact sur des rails et libère le couloir à l'extérieur. Là, le 10, il tente une passe au pied. Elle est réalisée au millimètre. Elle est à moitié touchée par un Français. Elle retombe sur le tibia de l'Uruguayen. Rebond favorable, il va marquer. Quand tu as des trucs comme ça qui se passent aussi, tu dis aïe, 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 les éléments ne sont pas avec nous. Voilà, et ça arrive des fois, parce que les Uruguayens ont su créer aussi les conditions en tout cas pas de l'exploit, mais de la croyance, quoi, de la croyance à l'exploit. Voilà, et le rugby, et on a plein de souvenirs comme ça dans le rugby. Messieurs, je vous propose qu'on passe Non. sur l'aspect des mauls maintenant, peut-être aussi, pour avancer un peu. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle confrontation. On pensait que ça allait mieux se passer de ce côté-là. La puissance physique était du côté de l'équipe de France. Il y avait une différence de kilos en faveur du pack des Bleus. Et ça s'est pas toujours vu sur le terrain. Alex, Yannick, est-ce que ça vous a On va passer surpris? aux images peut-être tout de suite, Ouais. Ouais. Yannick. Ouais, non, Jeff, ça nous a surpris parce que, à part Lindecar, le deuxième mini bayonnais,
Bon, on était armé pour les airs, on était armé pour la puissance en bas. Donc c'est vrai que moi, je m'attendais à des pénalités à mêler, je m'attendais à ce qu'on tape dans les coins, et je m'attendais à des pénales touches, et je m'attendais à des cartons jaunes pour les Uruguayens, et à un supplice sur la dernière demi-heure. Voilà, j'en avais parlé un jour avant. Et je pense qu'on a été contré, tactiquement. Moi, les Uruguayens m'ont surpris dans leur stratégie de défense des molles, parce qu'ils l'ont bien exécuté, ils avaient un plan. Ils m'ont surpris aussi sur la grinta, l'intensité physique, parce qu'on a perdu, on va voir des petits duels dans la construction des molles, on va le montrer sur les images. Vas-y, Alex. Bon, là, ça c'est ce qui s'est passé la plupart du temps quand on a été en pénal touche. Les Uruguayens ont fait 2 blocs pour nous empêcher de prendre le ballon au milieu et au fond. Donc ils ont joué au poker en disant, si vous lancez là, on va vous prendre le ballon. Nous, le leader de touche, on voit que c'est Cameron Woki. Bon, il a choisi la sécurité en venant prendre le ballon devant, sur les 3 petits traits verts. Donc on va prendre le ballon devant. Pour moi, c'est déjà... c'est-à-dire qu'on donne aux Uruguayens le tirage de cartes qu'ils voulaient, puisqu'ils nous invitent à prendre devant. On prend devant, donc là, on rentre dans leur organisation. Une fois qu'on a pris devant, ben, ils n'ont plus qu'un côté à défendre, c'est l'extérieur, puisqu'ils sont bien organisés dans les 5 mètres, on le voit. Donc là, la mission des 4 Uruguayens, c'est de venir secouer l'édifice sur la construction à l'arrière du preneur de balle. Donc c'est Tao Fifenua est le lifter arrière, normal, c'est notre plus costaud, et viennent consolider les doubles couches. C'est Cameron Woki et Boudin qui viennent. Eux, et là, on va vouloir faire dérouler le môle vers les poteaux grâce à eux, grâce à leur puissance et leur poussée. Mais les Uruguayens ont un plan. On regarde, ils viennent taper fort sur Cameron Woki. L'image d'après, vas-y, Alex, en zoomant, on voit qu'ils viennent cogner sur Cameron Woki. Nous, dans un monde parfait, qu'est-ce qu'on veut? C'est que Cameron, Boudin, ils se mettent les épaules vers l'avant, on constitue une mêlée et on pousse et on va marquer vers l'extérieur. Sauf que avec la grinta uruguayenne, regardez ce qui se passe. Image d'après, les mecs de l'extérieur, ils ont commencé à faire pivoter à la fois Tao, bon, lui il est lifter arrière, donc il n'y a pas de souci. Mais Cameron, qui était là pour pousser, il se retrouve épaule de dos. Donc ils l'ont fait vriller, ils l'ont fait tourner. Image d'après, dans la poussée, là, ils ont fait vriller Cameron, bout de 1, le preneur de balle qui était Anthony Jolos, normal, Tao, normal, mais on se retrouve avec 4 mecs qui, au lieu d'être épaules face à l'adversaire en position de pousser, ben, ont perdu le combat et se sont fait tourner. Et donc, c'est compliqué d'avancer quand on est tous de dos. Et ce môle-là, qui est la première pénale touche française, elle va se finir. Je crois que je ne sais pas si j'ai encore une image. Alex, voilà. Elle se finit, regardez comment. On voit, on n'est pas en position de puissance. C'est les Uruguayens qui sont face à nous, en position souvent de pousser. Et nous, on a des langages du corps qui sont pas bons. Parce qu'on est battu. Sur ça, on a été battu, pour moi, dans la stratégie au départ, c'est-à-dire dans le poker, dans la vitesse d'intervention en bas, dans les 2 premières secondes qui sont cruciales sur nos lifts arrière, et après dans l'envie et dans le combat. Voilà. Et ça s'est Il y a un autre reproduit. exemple. Ouais, il y en a eu 2 ou 3, mais il y en a un autre. Regardons, ça c'est en fin de match, on est à la 59e, 22, on tente à nouveau une pénale touche. Ils nous ont laissé le devant, donc là on voit bien, on est encore repris dans la partie avant de la touche. Donc, ils ont défendu fort sur nos lifters extérieurs. Là, c'était Bastien Chalureau. On regarde, il était en position de double couche. Regardez l'inconfort dans lequel il se retrouve, Bastien, dans le carré blanc. Juste après, image d'après 2 secondes. Là, ils ont gagné le combat de l'extérieur. On voit que les 2 Uruguayens à l'extérieur, ben, ils ont dominé l'affrontement. On voit Bastien Chalureau et son casque qui est quand même en grande difficulté. On voit qu'on a toutes les flèches blanches, 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont quasiment de dos à l'adversaire. Voilà, les Uruguayens, sur ces 2 molles-là, on les a gênés sur leurs molles à eux. Par contre, sur nos molles, ils ont gagné la bataille de l'intensité sur les premières secondes. Et on sait que c'est très difficile de rétablir un molle lorsqu'il est mal engagé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Yannick? Il aurait fallu que les Français choisissent la zone dans laquelle, qu'ils aillent sauter dans les zones où les Uruguayens Moi, je pense que... avaient fait un Alors, marquage. attends, là, je vais te donner mon sentiment. Après, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, je pense que dans le poker qu'ont tenté les Uruguayens au début,
ben, j'aurais fait tapis. J'aurais été exposé quand même ou leur bloc du fond ou entre leurs deux blocs. Parce que dès que tu prends le ballon à 12 mètres, là, toute la photo change. Ça peut partir des deux côtés. Donc, ils sont obligés de se répartir 2 et 2. Il n'y en a plus que 4 qui poussent. Et c'est là que ça devient indéfendable. Donc, mais je pense que la qualité de la prise de balle conditionne aussi beaucoup le maul derrière. Là, on a donné aux Uruguayens ce qu'ils voulaient. Ils l'ont eu, ils avaient bossé un plan, ils y ont mis leur agressivité et ils nous ont, sur ce secteur, je pense, donné une petite leçon. Et je sais que Karim Ghezal, qui est brillant sur le travail de touche, je pense qu'il doit être en colère aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il était en visio, justement Yannick, et justement j'ai sous les yeux parce qu'on l'a interrogé dessus tout à l'heure et je le cite, Karim Ghezal dit: «Étant donné l'arbitrage qui autorisait de telles manières de défendre et qui était cohérent, on aurait dû effectivement dévier davantage sur la zone du milieu pour avoir des ballons d'attaque. Il aurait fallu varier davantage comme contre l'Australie où on marque directement derrière une touche déviée. On va travailler ça avec les leaders». Et tu voyais que ça l'embêtait un peu. Ouais, non, mais attends, c'est un gros stratège. On a une touche qui est habituellement dominante dans la stratégie, dans la vitesse d'impulsion, dans la qualité des combinaisons proposées. On marque souvent, il y a toujours une combinaison inventée. On a souvent marqué sur des premiers temps de jeu, dans les 5 mètres, dans le vacuum. Le staff du 15 de France a énormément de compétences et de préparation là-dessus. Et c'est vrai que là, bon, ils ont choisi la simplicité, en tout cas sur les options de prise de balle sur les molles, et ça a donné un mauvais goût. Et je pense que Karim, je ne le connais pas tant que ça, mais je sais que c'est un très bon technicien. Je pense qu'il n'est pas content aujourd'hui. On peut aussi parler de Alex, la mêlée, c'était un autre domaine dans vas-y. lequel on attendait Ouais. davantage de domination de la part des Français. Alors là, ça a été extrêmement bizarre parce que dès la première mêlée, dès le premier impact, on a senti que la mêlée française allait dominer, avait en tout cas la possibilité, et une possibilité énorme de dominer. Le pilier gauche uruguayen s'est affaissé dès les premiers impacts, les deux premiers impacts. Et puis, le match a été très bizarre. Il a tourné à toi, à moi. Les Français ont été, je crois, quasiment autant pénalisés en mêlée que les Uruguayens, ce qui était assez inattendu. C'est pour ça qu'on a demandé à Yannick de nous préparer quelque Ouais. chose là-dessus. Mais déjà, je veux dire, un retour rapide sur les chiffres. Il y a eu 20 mêlées. Sur les 20 mêlées, 22, il y a C'est eu, non? énorme. Même, ouais. sur 20 mêlées, il y a eu 12 sanctions. C'est-à-dire que 60% des mêlées, il y a eu une sanction, elle ne s'est pas jouée. Donc déjà, c'est un cauchemar. Je pense qu'on était plus costaud qu'eux. Je pense que les Uruguayens ont un peu triché. On va voir certaines images après. Donc ça, c'est clair. Et je pense que Joël Juge, pour le connaître un peu, aujourd'hui, doit s'arracher les cheveux, qu'il y ait eu aussi peu de mêlées jouées. Et on a senti que Ben O'Keefe, l'arbitre qui est un mec intelligent, honnêtement, c'est un gars qui est médecin, qui prépare ses matchs. Il était désabusé parce qu'en fin de match, il a même pas, il sifflait même plus et les mêlées, en tout cas les langages de corps étaient tellement dégueulasses qu'il sifflait même plus parce qu'il en pouvait plus. Donc 60% de sanctions au niveau international, c'est quand même beaucoup. Si tu peux remontrer l'image, Alex, très rapidement dans le match, on a senti et que le rapport de force, il est disproportionné. Ce pilier gauche, il était en grande souffrance contre Dorian Aldegheri. La règle, pour ceux qui se demandent quels sont les observables, c'est le pilier ne doit pas avoir ses épaules plus basses que ses hanches. Voilà. Aujourd'hui, là, sur cette mêlée-là, sur l'observable qu'il donne, le gaucher uruguayen, clairement, ses épaules sont plus basses que ses hanches. Si dans ce cas-là, il y a un écroulement de la mêlée, c'est lui qui sera tenu pour responsable. Ça, ce sont les observables World Rugby. Donc là, clairement, on voit que Dorian Aldegheri met un genou au sol. Vous vous souvenez que la semaine dernière, c'est le Néo-Zélandais qui mettait un genou au sol qui était Mmh. sanctionné. Là, l'arbitre, il dit, il met un genou au sol parce que c'est une réponse biomécanique à la mauvaise position du gaucher uruguayen. Et l'arbitre, il a déjà pris sa décision. Là, c'est pénalité pour l'équipe de France. Cette situation, on l'a vue 4-5 fois dans le match. Il y en a une autre, Alex, je crois. J'en ai mis une autre. Ouais, voilà. Là, voilà. Donc, on la verra après. Ça, c'est un fait. Il y a les 3 premières mêlées, il y a pénalité pour nous pour cette raison. Donc, on sent qu'on est hyper dominant en mêlée. Et bizarrement, je parlais de gourmandise, mêlée à 5 mètres de l'Uruguay,
Il nous réprimande une fois sur un premier bras cassé en disant attention, vous rentrez trop tôt. On continue. Et là, à 5 mètres de leur ligne, pour encore une entrée anticipée, on prend ça devient une pénalité. Ça, c'est une gourmandise. Voilà. On ne doit pas aller encore dans la errare humanum est, comme me disait mon premier formateur entraîneur, perseverare diabolicum. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un peu de latin, mais Rosa on prend Rosé. on prend un premier bras cassé, bras cassé parce qu'on anticipe et on pousse sur notre axe droit. On est à 5 mètres de leur ligne. On sait très bien que sur ces mêlées, euh, ils vont jeter un œil attentif sur l'équipe qui défend parce qu'ils veulent que on puisse produire du jeu. Et donc, on retente une entrée anticipée, poussée anticipée, pénalité. Et là, l'arbitre, dans sa psychologie, il se dit les Français sont plus forts, mais ils font chier. Donc, on ne se le met pas avec nous. C'est mon point de vue. Tu en as une autre, je crois, mais voilà. Euh, Celle-là, par contre, elle est vraiment embêtante parce je crois qu'elle est en fin de première mi-temps. Et là, on voit clairement que, par contre, celle-là, c'est la seule où on a vraiment été, je pense, en difficulté. On voit le juge de touche qui met la main sur le micro et qui tend le drapeau qui dit blue, blue, in and down. On l'entend bien. Et là, celle-là, il a vraiment pris Dorian Aldeguerri, qui a été un peu dans l'œil du cyclone à un moment. Mais je crois qu'on est dominé. Si tu as la vision de cette mêlée, je crois que je l'ai mis la capture d'après, Alex. Voilà. Là, on voit ce qu'a vu le juge de touche. Et sur celle-là, on voit bien que le gaucher, là, pour le coup, uruguayen, pour moi, il est un peu en travers, mais c'est induit par la position de Dorian Aldeguerri, qui lui est déjà un peu rentré. Bon, vous me direz, on a perdu Tao, on a un ailier en position de troisième On ligne. poussait avec Del Biarré, ouais. C'est Louis Bielbarré, peut-être que voilà. Mm. Donc sur celle-là, clairement, on a donné une mauvaise image. Mais sur toutes les autres, on a été en position de dominer et Dorian était beaucoup plus fort. Voilà. Et là après, Sipili est rentré à droite, mais on voit encore l'autre gaucher euh, uruguayen, complètement ce que je vous ai dit. Oui, Sipili va vers le Ouais. sol, mais l'image donnée par le gaucher, épaule plus basse que les hanches, immédiatement il va être sanctionné. Voilà. J'ai Yannick, une j'ai une question toute question bête aussi. sur. Moi aussi, bah, je vais faire le Candide. Est-ce que, juste après, je me permets vite, Alex, sur les entrées comme ça, anticipées, est-ce que c'est fréquent à ce niveau-là? Est-ce que le fait qu'il le fasse plusieurs fois, il y a une raison particulière? Est-ce qu'il voulait avancer trop vite, trop fort d'un seul coup? Est-ce que c'est fréquent quoi, pour un match de l'équipe de France? Ben, à tous les matchs, le spectateur, et téléspectateur, on le voit pas toujours, mais si tu veux, à tous les matchs internationaux, en gros, à chaque mêlée, l'arbitre, il dit à vos marques, prêt, partez. Hmm. Il dit crouch, bind, set. Donc, mais pour les joueurs de première ligne, c'est à vos marques, prêt, partez. Pourquoi? Parce que si tu fais un bras de fer contre un copain, si d'entrée, ton copain a crouch, bind, set, il te met déjà le bras ici, non seulement il faut que tu te rétablisses, mais en plus, il faut que tu pousses. Donc, l'idée, c'est quand même il y a quand même une volonté de se placer avant et d'être en position d'être proactif sur le déclenchement de la poussée et de se mettre dans les bonnes conditions pour réaliser sa poussée. Donc cette bataille du placement de la tête et du set, elle est réelle. Et là, je pense que l'arbitre a vu qu'on était dominant et il s'est dit, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, en plus, il rentre, là pour le coup, on a gagné la ligne d'avantage. Donc, c'est-à-dire que le point médian de la mêlée s'est déplacé chez les Uruguayens. Et en plus, on a poussé rapidement. Donc, il a dit, c'est un combat illégal. Il a commencé par mettre un bras cassé et après une pénalité. Sur la mêlée, et je finis par ça, Alex, mais la dernière mêlée, je crois que j'avais mis j'ai mis la dernière mêlée du match et j'avais mis une capture d'écran. Euh, c'est la mêlée 5. Ah, je ne l'ai pas gardé, j'ai l'impression. Ou je sais Ouais, pas où. c'est une comme C'est ça. celle-là. Le pauvre Ben O'Keefe, il a une mêlée, mais elle est affreuse. Mais normalement, il est obligé de siffler, mais il dit elle a vite que ça se termine parce que j'en peux plus. Je le voyais sur son visage. Voilà. Et c'est un très bon arbitre et c'est un mec qui est vraiment à cheval sur les observables, je trouve.
Et je pense qu'il était un peu désabusé. Le combat à mêlée, Et ça Yannick, donne. vas-y, Ouais. vas-y. Le combat à Vas-y, mêlée, vas-y, continue. ça donne 20 mêlées, 12 sanctions. Sur ces 12 sanctions, on gagne quand même 7 pénalités. Donc c'est quand même une performance de tout premier plan. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Faut pas faire non plus les enfants gâtés. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'on prend 4 pénalités. Sur ces 4 pénalités, pour moi, il y en a une où on est un peu dominé pendant le carton jaune. Après, les autres, c'est des gourmandises. Et on a un bras cassé contre nous. Donc c'est vrai que ça ternit un peu aussi la copie qui aurait dû être très bonne au regard de nos qualités supérieures. Je me suis demandé, Yannick, hier, pendant le match, sachant qu'effectivement Ben O'Keefe avait sanctionné les Français pour ses poussées anticipées, si Arata ne jouait pas au plus malin à un moment et retardait le moment de son introduction. Donc Arata, c'est le demi de mêlée. J'ai eu la sensation qu'il laissait traîner peut-être une demi-seconde de plus en se disant les Français ils vont faire leur effort avant que j'introduise et du coup ils pourraient être pénalisés. Est-ce que tu as eu cette sensation-là ou pas du tout? Je l'ai pas lu, je l'ai pas eu en direct et en revoyant le match, mais c'est une bonne remarque, Alex. Ton expertise de 10 ne t'empêche pas de pister la roublardise des demi adverses. Non, non, mais c'est bien vu et je ne serais pas surpris que À confirmer, parce que alors vraiment. Arata, quand tu as passé 5 ans avec Cocotte, tu peux pas en sortir indemne. Hein. Non, et Dieu sait que Rory Cocotte est un super mec et que c'est aussi le charme des neufs d'amener ça. Ouais, je pense que tu as vu juste, Alex. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur le dernier thème, c'est-à-dire comment l'Uruguay a mis en difficulté la défense française? On rappelle que la défense française est un peu moins performante, en tout cas, elle encaisse un peu plus d'essais. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici depuis quelques mois. On ne s'attendait pas non plus à être déstabilisé par cette équipe en matière offensive de la part de l'Uruguay, qui n'est pas non plus la plus redoutable. Et parfois, ils ont justement développé quelques mouvements intéressants, avec des joueurs assez épatants même. Oui, jusqu'à nous faire encaisser 2 essais, rater 18 plaquages, 5 franchissements côté uruguayen. Et ils ont été alertes, malins. Moi, j'avais vu donc Italie-Uruguay d'il y a 2 ans, et on sentait qu'il y avait des structures qui se mettaient en place avec des blocs de 3 avant, avec des petits jeux autour du mid-mêlée, des leurres, etc. Mais il y a 2 ans, ils avaient fait tomber beaucoup de ballons. Et du coup, ça donnait l'impression que il n'y avait pas de réel danger pour l'équipe de France. Hier, ils ont été parfois un peu maladroits dans leur possession, mais quand même, ils ont fait des choses excellentes et ils ont mis en difficulté la défense française. Et il a fallu souvent courir après le ballon pour les Bleus, se replier. J'ai mis cette image en début de deuxième mi-temps, alors qu'on attend une sorte de réaction de l'équipe de France. Ils se font transpercer. C'est une action qu'on va voir d'ailleurs à un moment dans le déroulé là, des captures. Mais ils se sont fait transpercer en plein cœur et ils ont fini dans leurs 22 mètres à défendre sur une longue séquence. Mm. Donc l'Uruguay a à nouveau révélé des faiblesses défensives de l'équipe de France et dont une sur les renversements de jeu, ou comment tu dis Yannick, les rétros, Ouais, les inversions, Oui. enfin, ouais. Il y a ça, ce que inversions. j'appelle inversion, rétro, bon, c'est des langages Ouais. communs de coach, quoi. Je prends des notes, moi. Je vais peut-être en montrer une. Alors là, je vais essayer d'expliquer les choses. Je vous préviens, ça risque d'être long. Et j'espère que je m'en Ah, sortirai bien au cas où Yannick, au cas où Yannick, tu prendras le relais. rendez-vous dans 14 minutes. Petit entracte, Alexandre se met en action. Donc ça, c'est un truc qu'on a souvent vu de la part des Uruguayens hier. C'est attaque du centre du terrain et inversion du sens de jeu. Donc là, on est dans l'attaque du sens du terrain. Le ballon, il est dans ce rond ici, bleu, de la couleur de l'Uruguay. J'ai fait les choses très scolairement. Et Bravo. ce qui est intéressant là, ce qu'il faut regarder, on va d'abord regarder la défense française. On voit que Jaminet, donc la défense française, avec les liés profonds, enfin les liés extérieurs, je veux dire, montent. Ce qui veut dire que l'arrière, lui, se décale pour aller monter dans le couloir éventuellement, et que l'ailier gauche, lui, en rouge ici, Gabin Villière, quitte son aile pour rejoindre le centre du terrain.
On voit que ici, les joueurs en jaune au milieu, c'est les joueurs les plus rapides de la défense française, les avants les plus rapides. Il y a Sékou Makalou, il y a Boudouan et il y a Bourgarit, je pense. Ces joueurs-là, eux, ils doivent alimenter le sens de jeu, c'est-à-dire qu'ils doivent faire le tour du ruck qui va se dérouler ici pour constituer la ligne à droite du terrain. À l'inverse, c'est ce joueur-là, là, ici, 4, 3, 1, 5, 8, ils vont rester à gauche du ruck avec Maxime Lucu, comme on voit, qui a suivi un tout petit peu le ballon au départ et qui est en train de se replacer, qui va devenir l'ailier en quelque sorte. Ça doit Donc être ça après va être touche. la situation. Comment? Je pense que ça doit être après touche parce Oui, que oui, c'est après une c'est. touche, c'est ça. Ouais, C'est ouais, ça. parce que on voit aussi, pour compléter ce que tu dis, qu'en général, on laisse toujours un avant rapide à l'extérieur avec le 9 et on voit que c'est Cameron Woki, puis qui est à la C'est fois leader Cameron de tous Wauquiez. et troisième lignel qui va quand même très vite. Donc c'est pour Voilà. avoir une sécurité sur ces inversions. Ouais, j'allais dire que les joueurs qui restent à l'intérieur, ce sont des joueurs lents, sachant qu'avec Cameron Wauquiez, on n'est pas exactement dans cette idée-là. Et dernière chose que je voulais montrer sur cette capture, c'est les joueurs que j'ai entourés d'un carré, là, un carré bleu. Ce sont les Uruguayens qui vont changer le sens du jeu. C'est-à-dire qu'au lieu que le jeu ne va pas se dérouler de la droite vers la gauche, on ne va pas suivre le sens du jeu, mais ils vont inverser le sens du jeu. Ces joueurs-là, ils vont rester couloir droit, et tous les autres, ils vont partir couloir gauche. Enfin pas couloir gauche, mais côté gauche du ruck. En partant côté gauche, ils vont obliger les défenseurs ici, là, les défenseurs à droite du ruck, à rester là pour défendre au cas où. Et donc, ils vont les empêcher de retourner, ils vont empêcher ces défenseurs français de tourner et de partir de l'autre côté du ruck. Et on voit là ce petit bloc là avec dans le rond qui commence à se déplacer pour inverser le sens du jeu. Et donc, on va se retrouver avec ces deux joueurs-là qui sont dans le rond. Ce bloc d'avant, le 6, le 1, le 3. Ici, le 12 et ici, un ailier. Et ils vont attaquer face à trois plus lents, on va dire, même si Cameron Wauquiez est un joueur à part, puisque c'est un troisième ligne de formation qui joue deuxième ligne. Et puis, il n'y a pas, je reviens là-dessus, on ne le voit plus dans l'image, mais il n'y aura pas Gabin Villière dans le côté fermé. C'est Maxime Lucu qui aura Gabin Villière, il est toujours un peu dans le centre du terrain. Et sur la situation suivante, j'ai passé un peu les étapes, mais on va se retrouver avec un jeu des Uruguayens derrière le bloc. Cameron Wauquiez qui va un peu mordre sur le joueur, sur le troisième avant uruguayen du bloc. Et en fait, ils vont faire la passe dans le dos. Le 10 va servir le 12 qui va venir une course inversée, une course rentrante, et il va s'infiltrer dans cet intervalle-là et franchir. Et peu de temps après, 2-3 temps de jeu après, ça sera le premier essai des Uruguayens. Après, donc on est en tout début de match. Je trouve que cette action, elle est intéressante parce que ce n'est pas la première fois qu'une équipe attaque la France dans cette zone-là. On l'avait notamment beaucoup vu avec l'Australie en match de préparation. Et les Français avaient eu du mal à contenir les assauts australiens. Et là, ça a été à nouveau le cas. Les Uruguayens, ils y sont venus peut-être 5-6 fois dans le match, dans ces zones-là. Et ça a été, à chaque fois, ils ont trouvé de l'avancée et même des gros breaks. Ouais, dans ce que tu dis, cette action, parce que je l'ai en tête, tu es un peu dur avec Cameron Wauquiez parce que honnêtement, il faudrait qu'on voit l'action. Il lit bien la situation parce qu'il y a un leurre et ça joue dans le dos du leurre. Franchement, il la lit plutôt bien. Mais Antoine Astoy, sur ton image de figée, on ne le voit pas. Il est en retard sur De replacement. rebasculer vite à l'extérieur de Cameron Wauquiez. Et en fait, pendant sa course de replacement, ils font l'animation. Et Cameron Wauquiez, il est quand même dans le dur parce qu'il lui manque un mec avec lui et il doit faire un double job. Voilà. Je pense que c'est encore une fois la cordée qui se passe pas très bien, mais là où tu as raison, c'est que c'est souvent sur des inversions. Mais est-ce que Yannick, c'est Et inquiétant du coup d'avoir encore tout ça, ces difficultés-là? Parce que peut-être que les équipes vont s'en inspirer, les adversaires quand même à force, non? Ouais, mais écoute, c'est inquiétant. C'est le deuxième match de poule. On sait qu'on a encore un match de travail contre la Namibie, un match largement à notre portée contre l'Italie. Il y a encore du travail devant et il faut être prêt. En fait, en Coupe du Monde, il faut être prêt pour les quarts demi-finale, hein. Donc, bon, en quart, on y sera. Non, je ne sais pas. C'est un sujet que je pense qui va être traité par le staff parce que sinon, on l'a vu, eux aussi l'ont vu. Il ne faut pas douter de ça. Donc, voilà, et je pense que ça va être réglé. Mais effectivement, il y a des petits soucis, tu l'as dit, Alex.
ça fait plusieurs fois de circulation offensive autour des rucks, c'est exploité par nos adversaires, et c'est pas un hasard non plus si l'Uruguay nous a attaqué comme ça. Ça va être sympa la Il faut séance noter vidéo, d'ailleurs que Yannick, les non? Français eux-mêmes, Je Comment? dis ça va être sympa la séance vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là. Ouais, mais ça va être, je pense que ça va être dense, ouais, ouais. Mais bon, c'est bien aussi des fois d'avoir des bons débriefings, de régler les choses. Ça fait partie de la performance. juste pour dire que cette inversion-là, c'est exactement sur ce type d'attaque aussi que les Français ont marqué contre les All Blacks la semaine dernière. C'est quasiment un copier-coller. C'est quelque chose que font beaucoup d'équipes. Il y a un joueur de l'équipe de France qui disait récemment que aujourd'hui toutes les équipes le font et qu'elles trouvent de l'avancée via ces inversions. On a l'impression que c'est une espèce d'arme fatale, qu'il n'y a pas grand-chose à. On peut juste en fait concéder du terrain. On peut que concéder du terrain et essayer de ne pas subir un break, Yannick, non? J'ai l'impression que c'est Ouais, très parce que difficile. de toute façon, aujourd'hui, les systèmes défensifs sont tellement préparés, organisés, structurés à ligne contre ligne, c'est dur de les battre. Bon, il y a quelques leurres qui peuvent marcher. L'Irlande a de très bons leurres, mais globalement, c'est très dur de les battre. Donc, on mise sur quoi? On mise sur cette circulation autour des rucks, on a une ligne en mouvement, des fois qui passe à trop de joueurs, donc où on peut avoir des déséquilibres numériques dans le côté fermé, dans les inversions, ou et sur le fait aussi, Alex, que souvent ces joueurs qui défendent autour du ruck, ben c'est qui? C'est le 5 de devant et c'est les piliers. Donc c'est des joueurs qui ont, on va dire, de la force, mais une mobilité a priori un peu réduite et qui peuvent faire des erreurs de défense puisque ça se joue souvent à un bras, une épaule faible. On peut casser un plaquage plus facilement sur un pilier qui est pris au dépourvu sur ses appuis que sur un trois quarts. Donc, en fait, on mise sur ces erreurs de circulation et ces déséquilibres numériques, et on mise aussi sur du qualitatif, c'est-à-dire qu'on va opposer des joueurs rapides dans les inversions, souvent au 5 de devant adverse, qui peut être pris en défaut quand ça va très vite. Il y a une autre action sur laquelle on voulait s'arrêter, c'était celle-là. Je crois que là, c'est pas sur un lancement de jeu, mais on a à nouveau inversé le sens du jeu. Et là, c'est la première action de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, pardon, celle dont je parlais Ouais, tout à l'heure Alex, avec ce franchissement. ouais, Ouais, c'est après une sortie de camp. C'est c'est après ça. une sortie de camp. On a tapé un coup de pied, on a chassé, et il y a eu un premier point de rencontre uruguayen. Ça, c'est après un jeu au pied français. Et là, Yannick, Tu l'as dit tout à l'heure, hein. Là, dans notre chasse, ce qu'on appelle la chasse, c'est le rideau de joueurs qui constitue comme un filet pour aller plaquer les adversaires. On est bien monté, il y a eu un impact, et les retardataires, c'est-à-dire souvent les joueurs les plus lourds, ils ont alimenté le côté ouvert. Là, c'est le côté où ne vont pas jouer les Uruguayens. Et c'est vrai que si on regarde, on se retrouve avec un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Français face à 2 Uruguayens. Et il y a eu un souci de communication, puisque des joueurs ont été passés au mauvais endroit, mais d'autres joueurs qui étaient déjà en place auraient dû leur dire, avec un langage du corps, non, poussez, poussez, on c'est pas de parle de ce ces côté. joueurs-là, là, les Et joueurs qui souvent, sont souvent, et souvent, ce avec ma sont souris. voilà, et souvent, ce sont les ailiers ou les joueurs lucides qui sont en charge de cette communication. C'est des joueurs qui sont sur Mhm. l'extérieur. Donc là, ouais, il y a une erreur de communication, il y a une erreur de circulation, et on voit que les Uruguayens nous attaquent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs face à 5, dont les deux premiers qui sont autour du rack. Donc c'est Ouais, compliqué. Et on va se faire prendre. Et puis c'est très bien joué parce que eux, ils vont passer, Alex, de l'horizontal plutôt du ouais. vertical à l'horizontale. Ils ont aussi le droit de bien jouer. Elle est quand même très bien jouée aussi, celle-là. C'est-à-dire que ce joueur-là, entouré dans le rond, le numéro 10, je pense, enfin, en tout cas le premier attaquant, va aller provoquer ici Anthony Gelonche. Et de derrière lui va surgir à son extérieur, de son dos va surgir à son extérieur l'ailier qui va s'infiltrer entre Gelonche et Macalou, puisque Macalou, lui, va un peu défendre extérieur, anticipant peut-être une passe plus au large. Et ça fera une magnifique percée, un peu à l'ancienne, ce jeu-là, avec l'ailier qui sort du dos. Mais ça marche toujours, quoi. Ça te rappelle Ouais, quand tu jouais, Alex?
Ouais, exactement ça. Mm. Sauf que moi, Mm. généralement, je prenais une cartouche. Là. Ouais. Ouais, c'est quand même revenu vachement d'actualité et l'équipe de France l'utilise très bien. Je sais que Laurent Labitte l'utilise très bien. Où on passe maintenant de photos verticales pour rien montrer à la défense et on vient attaquer après sur l'horizontale avec des joueurs donc cachés puisqu'on ne les voit pas vraiment et c'est difficile à défendre et sur des défenses qui montent très fort, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est une arme qui est hyper utilisée en ce moment et notamment par le 15 de France hein, qui le fait très très bien. Bon, beaucoup d'équipes l'utilisent et c'est dur à défendre. Et là, je dois dire que c'est assez bluffant et aussi rageant de se faire percer comme ça sur un beau mouvement. Mm. Et Ouais, peut-être c'est vrai que on peut aussi revenir sur le Vas-y, Alex. deuxième essai. Le deuxième essai, alors ça part de celle-là plutôt. Elles ne sont pas dans le bon sens, les deux captures. Donc là, l'idée c'était aussi de montrer que, alors là, c'est plutôt bien lu, bien défendu, mais les Français ont été mis en difficulté sur des leurres assez simples par les Uruguayens. Et là, Arthur Vincent va réussir à lire, mais en revanche, il va être pris de vitesse. Yannick, c'est donc un 3 contre 3 avec Movaca face au premier attaquant. Ici, donc c'est Ouais, Astoy, je pense, Antoine Astoy ouais, face au deuxième attaquant et Arthur ouais, Vincent face au troisième. ouais, alors, Et ce qui va se passer, c'est que celui-ci, là, le troisième attaquant uruguayen va adopter un angle de course vers Antoine Astoy et celui-ci, au contraire, va passer dans le dos comme ça pour aller vers l'extérieur. C'est assez simple, hein, toutes les équipes l'utilisent. Généralement, c'est plutôt bien lu, mais là, ça va être bien exécuté, bien lu, et pourtant, ça va quand même passer pour les Uruguayens, puisque là, au moment où le joueur dans le dos est servi, l'attaquant qui a la course vers l'extérieur est servi, il a un petit espace avec Arthur Vincent, qui a bien vu que c'était lui qui allait être servi, mais qui ne va pas pouvoir aller l'attraper, et Arthur Vincent va se retrouver débordé, et ça va faire essai. exact. Ouais. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est un peu dur pour Et Arthur dans cette action. est-ce que C'est vous dur, avez des oui. choses à... Dur, oui, ça, c'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Alex, tu gardes des palettes pour ton anniversaire demain? Parce que vous n'oubliez pas d'envoyer des messages à Alexandre. Demain, c'est son anniversaire. Yannick, n'oublie pas. Ok. Merci 34 de... ans. 22 ans. Ah, pardon. Je le Ouais. note. Bon, bah, merci, Non, messieurs. En tout cas, on se retrouve avant le prochain match, France-Namibie. On disait qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense hier. Il y en a eu un peu, en fait. On espère que ce sera un match plus complet de la part de l'équipe de France. Ce sera jeudi soir à Marseille au stade Vélodrome. On l'appelle après, il y aura du temps avant le dernier match de poule contre l'Italie le 6 octobre. Et puis normalement, ça ira jusqu'au 28 octobre, peut-être pour cette équipe de France. Merci, messieurs. Reposez-vous. Bon courage, Yannick, pour l'UBB. Alexandre, bon week-end. Repose-toi, bien sûr. Et à C'est la très vite, première fois qu'on messieurs. finit à l'heure, je crois. Ouais, il ne faut pas À très s'habituer à vite. ça. Merci. Merci à tous. Ciao Yannick. merci. Bye Euh, bye. ciao, 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 bonne ciao. soirée. Salut. Bonne soirée Ciao. à tous.